Je suis très heureux et très fier aussi de présenter Michel Polaco. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Michel Polaco, qui a été entre autres choses directeur de Radio France. Enfin, bon, il a fait un parcours, je dirais, dans les médias tout à fait extraordinaire. Il est en même temps pilote, pilote privé, avec je ne sais plus combien d'heures de vol. Pilote professionnel, pardon. Absolument, pilote professionnel, je ne sais pas combien d'heures de vol il a, et il va nous parler donc de l'aviation, on va dire depuis, non pas ses débuts, pas tout à fait, mais enfin depuis vraiment le grand développement de l'aviation jusqu'à nos jours, et je vais lui laisser la parole parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Alors moi, je suis très touché d'être ici à Saint-Médard-en-Jalles. D'abord, d'être représenté par Marc Alban, que j'ai connu général dans l'armée de l'air, qui a été patron du musée de l'air, enfin que je connais très bien depuis 30 ans, quoi, quasiment, et qui est un ami et un ami d'amis. Deuxièmement, Saint-Médard-en-Jalles, parce que j'y suis venu en tant que journaliste spécialisé dans les questions aéronautiques et défense il y a de longues années. Notamment, je me souviens lorsque j'étais à l'Institut des hautes études de la défense nationale, où j'avais visité certains sites qui sont pas très ouverts au public, notamment l'ancien site de la SEP, qui s'appelle plus site de la SEP, où on fabriquait les propulseurs des missiles stratégiques. Si mes souvenirs sont bons, on coulait la poudre qui servait pour ces propulseurs. Et je me souviens que c'était d'une grande délicatesse et qu'on nous demandait de nous débarrasser de tout ce qui pouvait faire des étincelles quand on visitait les centres de production. Et je crois avoir visité aussi un site où on faisait des essais aussi, et un site où on fabriquait, où on tournait avec des matériaux composites les têtes de rentrée des corps des missiles, les têtes de rentrée des missiles stratégiques. Je crois me souvenir de ça aussi. Donc voilà, vous voyez, j'ai quelques souvenirs de Saint-Médard-en-Jalles, ce qui fait que lorsqu'on m'a appelé il y a quelques mois pour me demander si je voulais venir à Big Bang de Saint-Médard-en-Jalles, je ne connaissais pas Big Bang, mais je connaissais bien Saint-Médard. Et donc je suis à ce titre très heureux d'être parmi vous. Deuxième raison, je vois que c'est un festival essentiellement tourné vers l'espace, et Dieu sait si c'est passionnant. Et j'ai d'ailleurs moi-même commis autrefois, enfin il y a une dizaine d'années, un livre sur la conquête spatiale. Mais c'est vrai que ma spécialité, c'est plutôt l'aviation. Et donc aujourd'hui, ce soir à 17h et demain matin, nous allons avoir donc deux espaces consacrés à l'aviation, ici au festival Big Bang de Saint-Médard-en-Jalles. Alors on m'a demandé ce soir de vous faire une histoire de la conquête de l'air, et non pas de l'espace, une histoire de l'aviation. Alors contrairement à ce qu'a dit Marc Alban, j'avais prévu de démarrer très loin, mais on peut sauter des étapes si on veut, puisque vous voyez que j'ai appelé ça une brève histoire de l'aviation parce que j'ai écrit un petit livre que vous voyez là, qui s'appelle Une brève histoire de l'aviation, qui est court, mais qui raconte tout, et qui part quand même de cette première lueur qui sans doute a existé dans le regard de nos grands ancêtres qui étaient Toumaï et Lucie, il y a 7 millions et 3 millions d'années. J'en avais parlé avec Yves Coppens, qui m'a dit... tant qu'ils marchaient à quatre pattes, ils ne regardaient pas beaucoup le ciel, mais quand ils ont commencé à être debout et qu'ils ont vu les étoiles, quand ils ont vu les astres, quand ils ont vu les planètes, évidemment, ils ne savaient pas très bien distinguer ce qu'étaient les astres, les planètes, les étoiles et tout ça, et ben, ils ont commencé à rêver de les atteindre, et ils s'imaginaient dès le départ que c'était les oiseaux qui leur permettraient de les atteindre. Et le temps a passé, et en fait, l'homme ne parvenait pas à aller plus haut parce qu'il n'était manifestement pas fait pour ça. Néanmoins, c'est toujours en copiant les oiseaux qu'on a fait des tentatives pour voler. Mais bon, les oiseaux sont pas lourds, ils ont des ailes qui sont vraiment adaptées, alors que les êtres humains, chaque fois qu'ils se mettent des ailes, ils se cassent la gueule. Et ça a duré comme ça pendant les 7000 années de civilisation qui nous précèdent. Alors on connaît évidemment le mythe d'Icare et de Dédale. Et puis, donc vous voyez, je suis un peu loin. Bon, les cerfs-volants ont été un passage intéressant dans l'histoire de la conquête du ciel, parce que c'est la première fois qu'on a réussi à faire voler un objet. Alors on ne savait pas exactement ce que c'était que la portance et tout, mais bon an, mal an, ça volait. Et puis, il a fallu finalement attendre le XVIIIe siècle, 1783, pour que des papetiers d'Annonay, les frères Montgolfier, en voyant gonfler une chemise qu'ils avaient mise à sécher dans une cheminée,
se disent qu'en cousant du tissu et en mettant de l'air chaud dessous, on arriverait peut-être à faire voler quelque chose de plus lourd. Et donc, ces appareils qui s'appellent en fait des plus légers clairs, ce sont des ballons. Et les frères Montgolfier ont créé la première Montgolfière, qui a fait son premier vol en 1783, le 19 septembre à Annonay, mais ensuite le 21 novembre 1783. D'ailleurs, je me souviens d'un bel anniversaire pour le 200e anniversaire au Musée de l'Air, où on a fait voler une réplique de la Montgolfière de Pilâtre de Rosiers et du marquis d'Arlande. Alors à l'époque, ils ont quand même réussi, après avoir fait une petite démonstration devant le roi Louis XIV, où ils avaient fait voler un mouton, un canard et un coq. Si vous, voilà, j'ai un petit truc là, voilà, c'est ça, un mouton, un canard et un coq qui étaient quand même montés et redescendus à un peu plus de 300 mètres et qui étaient redescendus vivants, ce qui voulait dire qu'on pouvait monter et descendre et que là-haut, on pouvait respirer, parce qu'à l'époque, la physique ne permettait pas d'avoir des certitudes dans ces domaines-là. Le 21 novembre, on s'envole du parc de la Muette, on arrive jusqu'à la butte aux Cailles, qui aujourd'hui s'appelle la place Verlaine dans le 13e arrondissement de Paris. Ils ont parcouru 9 km en 25 minutes et en brûlant de la paille qui permettait de maintenir leur ballon en vol. En parallèle, un physicien qui s'appelait Charles a, lui, voulu utiliser un gaz dont on avait compris les propriétés, qui était plus léger clair, qui s'appelle l'hydrogène. Ensuite, on découvrira l'hélium et les bienfaits de l'hélium. Mais enfin, pour l'instant, c'est l'hydrogène. Il va gonfler un ballon avec de l'hydrogène. On n'est pas longtemps après, puisque 21 novembre 1783, la Montgolfière avec de l'air chaud, pas très facile à domestiquer. Et le 1er décembre, eh bien, le ballon à hydrogène de Charles et des frères Robert va s'élever dans le ciel. Et en fait, ça va être sans doute l'appareil le plus commode à utiliser. Mais tout ça, c'est bien. Mais bon, ça offre évidemment quelques perspectives, parce qu'à partir du moment où on sait monter, ce qu'on n'avait jamais su faire jusque-là, à partir du moment où l'homme a enfin trouvé que finalement, pour pouvoir voler, il fallait un outil, comme disait Saint-Exupéry, l'avion était un outil, vous vous souvenez, dans l'introduction de Terre des Hommes. Alors l'homme a besoin d'un outil pour arriver à voler, et dès qu'il a un outil, il essaye de lui trouver des usages. Et c'est ainsi qu'on invente le parachute, c'est-à-dire que M. Garnerin, en 1797, fait le premier saut en parachute depuis un ballon sur la plaine Monceau à Paris. Et puis, pour couronner tout ça, quelques temps après, il fait sauter sa fiancée, en parachute aussi, qui d'ailleurs s'en sort très bien. Et ça va devenir un grand spectacle, parce que finalement, pendant un certain temps, les ballons ne vont pas servir à grand-chose. Je m'arrête pour quand même un usage militaire qui est 1794, près de Charleroi, lorsque les dirigeants révolutionnaires qui ont compris que pour lutter contre les coalisés, il faut essayer d'utiliser des outils nouveaux, décident de faire construire un ballon qui va s'appeler l'Entreprenant, si mes souvenirs sont bons, et l'utilise à Fleurus, on l'appelle donc le ballon de Fleurus. Alors c'est toute une caravane qui accompagne ce ballon pour arriver à fabriquer l'hydrogène nécessaire pour le gonfler. Ensuite, le ballon, évidemment, il est captif, c'est-à-dire qu'il est attaché. À bord, on peut mettre jusqu'à 2 observateurs. Ça va être plutôt utile, puisque ça va servir pendant cette célèbre bataille de Fleurus qui va être gagnée par les coalisés. Mais enfin, ça va permettre aussi de s'apercevoir que quand on tire avec des balles sur un ballon, c'est pas bon du tout, surtout si c'est un ballon gonflé à l'hydrogène. Donc c'est une expérience, mais il y a une tentative, j'en ai pas parlé dans ce petit PowerPoint, mais Napoléon, lorsqu'il est parti faire la campagne d'Égypte, avait emmené des ballons dans les cales de ses bateaux. Et il avait envisagé d'utiliser des ballons, notamment pour aller faire de l'observation pendant la conquête de l'Égypte. Et il se trouve que la bataille d'Aboukir a amené les bateaux qui transportaient les ballons à couler. Donc les ballons n'ont jamais servi. Et finalement, ça a été la première fin, en tout cas, de l'usage du ballon à titre militaire. Donc le ballon ne sert qu'à des spectacles, des baptêmes de l'air, déjà, des expériences de physique. Et puis quand même, on note qu'un homme qui va avoir un rôle d'ailleurs important dans le développement de l'utilisation du ballon, qui s'appelle Nadar, invente la photographie aérienne et il va se battre pour le ballon dirigeable. Simplement, voilà, ces ballons, ils ont un défaut et je vais vous donner un exemple flagrant dans une seconde, c'est qu'une fois qu'ils sont en l'air, ils vont là où le vent les pousse.
Et ceux qui sont à bord n'ont comme arme que des sacs de sable, du lest, qui leur permet de monter, descendre éventuellement. Mais en tout cas, ça ne leur permet pas vraiment de gérer leur direction, même si on peut imaginer que les courants d'air ne sont pas les mêmes à certaines hauteurs par rapport au sol. Pendant la guerre de 70, vous voyez, on est quasiment un siècle après l'invention de la montgolfière et du ballon à gaz. L'empereur est prisonnier à Sedan et Paris est encerclé. Et donc on va fabriquer des ballons dans Paris et on va utiliser des déchets pour fabriquer du gaz de ville, avec lequel on va gonfler les ballons. Et il va y avoir 66 ballons gonflés au gaz de ville. On a appelé ça des ballons montés. Les philatélistes connaissent ça, je pense, parce que ce sont des objets de valeur, puisque pendant cette période du siège de Paris, les 66 ballons montés ont transporté 164 passagers, évidemment dans un seul sens, Paris vers l'extérieur, 381 pigeons, on utilisait beaucoup les pigeons voyageurs pour communiquer, 5 chiens et plus de 2 millions de lettres, dont les courriers d'Alphonse Daudet à son ami Mistral, parce que je trouve que c'est émouvant de se dire que ces deux hommes correspondaient évidemment toujours en sens unique et que Daudet racontait le siège de Paris à son ami le poète Mistral. 11 tonnes de courrier, c'est quand même pas rien. Et puis il y a cet événement, c'est le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui était un membre éminent du gouvernement à l'époque, Léon Gambetta, qui veut rejoindre les troupes françaises qui sont sur les bords de la Loire, qu'on embarque à bord d'un ballon et qui se retrouve à Beauvais, à la limite des lignes ennemies, qui pense, quand il voit des hommes armés là où son ballon s'échoue, qu'il est tombé chez les Prussiens, et qui lève les bras et qui est persuadé que sa vie est terminée. Et il a du pot, il est à quelques centaines de mètres des lignes ennemies et il est récupéré par des bons Français. Et il va mettre 8 jours de plus pour rejoindre les bords de la Loire. Mais en revanche, tous les ballons ne terminent pas dans d'aussi bonnes conditions. Il y a des ballons qui vont arriver en Norvège, il y en a qui vont arriver en Allemagne, carrément, ou en Prusse. Il y en a 2 qui disparaissent dans l'Atlantique et quelques-uns qui vont être capturés par l'ennemi. Voilà, donc on voit bien que finalement le ballon, c'est quand même pas un outil fantastique. La guerre de 70 est passée, Nadar se bat énormément pour qu'on arrive à transformer le ballon en ballon dirigeable. Vous voyez, c'est une nouvelle étape. Et donc, il encourage, avec l'aide de Gambetta, à la construction d'un ballon dirigeable qui va être construit par Charles Renard, qui va être muni d'un moteur électrique avec une batterie de 435 kg. Vous voyez, on est toujours dans cette logique aujourd'hui, sauf que ce n'est pas pour des ballons. Muni d'une grande hélice, vous la voyez derrière. Le ballon fait 50 mètres de long, 1864 mètres cubes. Et c'est la première fois qu'un véhicule va pouvoir décoller de Meudon, puisqu'on lui construit un hangar qui s'appelle le hangar Y, qui existe toujours, qui est classé monument historique, qui a été d'ailleurs pendant un temps le siège du musée de l'air et de l'espace, à l'époque où il n'était que musée de l'air et pas de l'espace. Et donc il fait un vol à partir de Meudon et il revient à Meudon. Donc c'est le premier vol en circuit fermé qui va être fait grâce à un ballon. Donc on va essayer d'utiliser les ballons, les militaires vont essayer d'utiliser les ballons, en particulier les Allemands vont construire des zeppelins qu'ils vont essayer d'utiliser pendant la guerre de 14. Et puis un monsieur qui s'appelle Caco, un ministre français, va proposer de développer pour la guerre de 14 ce ballon là que vous voyez là, qu'on appelait aussi saucisse volante, qui en fait était un ballon captif et on mettait un bonhomme à proximité et dans une nacelle et il servait d'observateur. Bon, sauf que la guerre de 14, elle va commencer à un moment où les données ne sont plus les mêmes. On va y arriver. Donc ça, c'est les plus légers de clair, puisque le ballon, par nature, étant gonflé avec un gaz plus léger clair, la masse globale totale, le bilan est plus léger clair. Pendant ce temps-là, on a des gens qui travaillent sur autre chose, qui travaillent sur ce qu'on va appeler les plus lourds que l'air. Alors vous avez en Allemagne un monsieur qui s'appelle Otto Lilienthal, qui est un homme assez courageux et génial, que vous voyez ici lors d'un de ses essais, qui va faire 2500 vols avec des planeurs. En fait, on va commencer avec des planeurs, donc il s'élance d'un point haut, avec des ailes qui sont pas mal foutues. La preuve, c'est qu'il arrive à faire des vols d'à peu près 300 mètres de distance. Il en aura fait 2500 des vols lorsqu'il se tue en 1897.
Pendant ce temps-là, aux États-Unis, un savant américain qui est d'origine française, qui s'appelle Octave Chanute, regarde un peu tout ce qui se passe en Europe et en France en particulier. Et pendant ce temps-là, 1890, en France, Clément Ader, qui est un homme assez génial, qui a inventé des tas de choses, dont ce qu'on appelle le théâtrophone, puisque vous savez qu'on a inventé le téléphone dans les années 1870, et qu'il a pensé que ce serait bien de mettre un micro dans une salle de théâtre et de permettre aux gens, par téléphone, d'écouter des pièces de théâtre. Enfin, vous voyez, bon. Donc Clément Ader a inventé un certain nombre de choses, et il part sur une piste qui est celle des ailes des chauves-souris, pour fabriquer des avions propulsés par des moteurs à vapeur. Alors donc Clément Ader, qui était né à Muret, fait ses essais à partir de 1890. Il va faire un vol en 1890 à Gretz-Armainvilliers, qui n'a été certifié par personne, qu'on qualifie de bon ou de sot, enfin selon qu'on est très francophile, très francophone, très chauvin ou moins chauvin, etc. Il va refaire un vol en 1897 à la demande des militaires. Alors le premier s'appelle Léol, et le second et le troisième s'appellent Avion 2 et Avion 3. Et celui qui va voler en 1897, c'est l'Avion 3, et c'est à Clément Ader qu'on doit le mot avion. Donc aviation, avionneur, enfin tous les mots qui en découlent, et certains de ces mots qui ont fait leur carrière dans le monde entier et dans toutes les langues. Mais bon, ce que fait Clément Ader, avec ses ailes de chauve-souris que vous voyez là-haut, là, ces ailes de roussette, c'est pas terrible. En revanche, aux États-Unis, en Caroline, je crois que c'est du Nord, les frères Orville et Wilbur Wright, qui ont rencontré Octave Chanute, ont été tenus au courant des travaux qui ont été faits en termes de vol par Otto Lilienthal notamment. Et donc, ce sont des constructeurs de bicyclettes, hein. Ils vont fabriquer un engin qui... alors bon, ça c'est Léol dont je vous ai parlé, ça c'est l'Avion 3 dont je vous ai parlé. Ils vont fabriquer un engin qu'ils vont appeler le Flyer, qui est équipé d'un propulseur, mais qui n'a pas de capacité pour décoller tout seul. Il n'a pas la puissance. Donc il est lancé sur un rail, et puis ensuite ils essayent de prolonger un peu le vol. Alors ils font des vols qui sont relativement courts, puis petit à petit des vols de plus en plus longs. Mais bon, d'abord c'est certifié, c'est vrai, c'est observé, c'est vu, il y a des comptes rendus dans les journaux américains, ça traverse l'Atlantique. Donc en 1903, en fait, le monde entier considère que pour la première fois, un plus lourd que l'air, piloté, motorisé, à voler. Mais encore une fois, il ne décolle pas tout seul. Mais c'est quand même le premier qu'on peut appeler opérationnel. Mon truc ne marche plus, je crois. Si, il marche, voilà. Bon. Donc on est en 1903. Mais ensuite, ça va aller très vite, hein, je ne vais pas passer une heure dessus. Les frères Wright vont venir en France, ils vont débarquer au Havre, un de leurs avions va être cassé, ils vont venir s'installer au Mans, là où il y a le circuit du Mans, ils vont remonter des avions, ensuite ils vont créer une école d'aviation à Pau, il y a des gens qui vont venir de toute l'Europe pour voir ce que font les frères Wright, et en quelques mois, parce que c'est même plus des années dont on peut parler, puisqu'ils arrivent en 1908, je crois, en France, ils vont faire des progrès à l'industrie, enfin à l'artisanat aéronautique qui s'est développé en France depuis que Santos Dumont, qui est un personnage assez étonnant, a fait voler à Bagatelle sa demoiselle, qui ne faisait pas des performances fantastiques, mais enfin qui a quand même été le premier avion à moteur qui a volé en France et qui était construit non pas par un Français, mais par un Brésilien français et très francophile. C'était un personnage d'ailleurs assez amusant parce qu'il se baladait en avion à pédales. Il avait un appartement dans un immeuble des Champs-Élysées sur les hauteurs et il rentrait chez lui, il attachait son ballon, il rentrait dans son salon par son balcon. C'était un dandy brésilien, enfin assez impressionnant. Mais là, il a fini mal, il s'est suicidé, il a été assez désespéré. 1908, donc c'est une année importante, je vous ai dit, puisque c'est l'arrivée des frères Wright en France. 1908, c'est le premier salon de l'auto qui accueille un salon d'aviation, un petit bout de salon d'aviation. Et là-dessus, on va avoir en 1909 traversée de la Manche par Blériot. 1909, le premier grand meeting aérien de toute l'histoire de l'aviation mondiale qui se déroule à Bétheny, près de Reims,
en Champagne, et qui va réunir 1 million de personnes. C'est quelque chose de monstrueux. Il y a des trains spéciaux qui partent des gares, il y a des moyens de transport. Puis à cette époque-là, vous voyez, on n'était pas à l'époque des TGV et des autocars. C'est une foule inouïe qui vient à la grande semaine de l'aviation de Reims à Bétheny. Donc c'est parti. Voilà. Alors maintenant, il manque quelque chose en haut de mon truc. Ça doit être la guerre de 14 est décisive. Mais vous n'avez pas la guerre de 14, je suis désolé. Alors pendant la guerre de 14, on démarre avec un certain nombre d'avions qui ont été commandés par les militaires. En France, l'armée de terre qui possède l'aviation possède environ 150 avions opérationnels sur les 300 qui ont été achetés tardivement d'ailleurs, vers 1912-1913. Et puis, on met des saucisses volantes un peu partout. Les Allemands font pareil. On a une petite industrie, on a pas mal de gens qui construisent des avions. On a 5-6 constructeurs majeurs, dont notamment les Caudron, les Desperdussins, qui devient SPAD, etc. Et très très vite, dès que les avions décollent, on s'aperçoit que les ballons ne peuvent plus voler. Parce que dans les avions, on met des mitrailleurs avec des fusils, tout bête. Mais quand un mitrailleur avec un fusil s'approche d'un ballon, le pilote, enfin l'observateur qui est dans le ballon, il saute immédiatement en parachute et il se barre. Donc les ballons vont disparaître. Et même les ballons dirigeables vont disparaître très vite. Et la guerre de 14 va être l'essor de l'aviation, puisque pendant cette période de 1914 à 1918, on va construire plus de 50 000 avions, plus de 90 000 moteurs, et ce sera une guerre qui sera la première guerre aérienne et qui va démontrer ce qui va devenir une théorie toujours en vigueur aujourd'hui, qu'on appelle le fait aérien, c'est-à-dire l'aspect totalement indispensable de l'utilisation d'un outil qui permet de voir depuis le ciel ce qui se passe au sol. Et d'ailleurs, l'armée de l'air va naître, c'est vrai, en 1934, mais très rapidement, on va se battre pour avoir une armée de l'air. Alors, on a quelques héritages de l'armée de terre, puisque c'était souvent des gens de la cavalerie qui utilisaient les avions. Et vous avez sans doute observé que lorsque vous prenez l'avion, vous montez toujours par la gauche, comme on monte à cheval. Et ça reste un acquis de la cavalerie. Voilà, donc la guerre de 14 va se terminer. Je ne vais pas vous la raconter trop dans le détail. Si, il y a un autre aspect important, c'est que pendant la guerre de 14, on a des as. Je regarde l'heure pour essayer de rester dans mon temps. Pendant la guerre de 14, on a des as. Il va y avoir près de 2000 as. Alors un as, c'est un pilote qui a abattu plus de 5 avions pour lesquels cela a été constaté et certifié. Il y a des as allemands, des as français, des as anglais, des as américains, italiens, japonais, etc., puisque vous savez que c'est une guerre mondiale et que participent, surtout du côté d'ailleurs français, un grand nombre de nations, puisque les Russes sont de notre côté, les Italiens sont de notre côté, pas comme en 39-45, les Japonais sont de notre côté, pas comme en 39-45, etc. Donc il va y avoir des quantités d'as, dont évidemment l'inoubliable Guy de Mer, l'inoubliable baron rouge van Richthofen, et je ne peux pas les citer tous, tellement il y en a. Évidemment, il y a Fonck, évidemment, il y a Ningesser, enfin bon, voilà, je m'arrête là. La guerre se termine, il y a des milliers d'avions, je vous ai dit, on en a construit pas loin de 50 000. La France possède la première industrie mondiale d'aviation. Ce sont les femmes qui construisent des avions pendant que les hommes font la guerre et qui font marcher les fermes aussi. Donc vous voyez que les femmes jouent un rôle monstrueux pendant la guerre. Elles perdent leur mari, elles perdent leurs enfants et elles construisent les outils, les armes, les bombes, les avions et elles tiennent les fermes qui font la nourriture, qui produisent la nourriture dont ont besoin les populations. Donc à la fin de la guerre, on a des milliers d'avions. Certains d'entre eux sont des avions évidemment imaginés, construits pendant la guerre, certains très performants. Et ça permet d'ailleurs, dès 1919, par exemple, avec un Farman Goliath, de créer la première ligne Paris-Londres, avec le pilote Lucien Boussoutreau. Et puis il va y avoir très vite l'émergence des lignes aériennes. Il n'y a pas que les Français qui vont faire ça, les Hollandais avec la KLM, les Allemands avec la Lufthansa. Nous, Air France, on va la créer en 1934, mais avant, on a l'aéropostale qui va être développée, les lignes aériennes Latécoère, qui vont être développées par Pierre-Georges Latécoère à partir de Toulouse.
et qui vont devenir ensuite l'Aéropostale, qui deviendra un des constituants avec Air Union et Air Orient, si mes souvenirs sont bons, de la compagnie Air France. Si je dis une bêtise, tu n'hésites pas, Marc, hein, parce que quelquefois ça arrive. Bon, tout ça c'est... Alors si je note un point que je voulais relever, c'est qu'en 1920, quand même, une dame, parce qu'il y a des femmes dans l'aviation qui ont joué des rôles absolument fabuleux. D'ailleurs, j'ai assisté l'autre jour à une conférence à l'Aéroclub de France de notre ami Jean-François Georges, un ancien de chez Dassault, qui faisait une conférence sur les femmes aviatrices qui était passionnante. Une femme, en 1920, Adrienne Bolland, franchit la cordillère des Andes avec un caudron G3. Elle monte à plus de 4000 mètres. Vous imaginez, avec cette espèce de cage à poules volante. La veille, elle a vu une voyante qui lui a dit quand vous verrez un endroit, la Laguna, avec un beau passage qui vous tentera, il ne faut surtout pas le prendre, il faut prendre de l'autre côté, etc. Et ben oui, c'était bien. Et elle a réussi à traverser la cordillère des Andes en 1920 avec ce caudron G3. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Elle avait été à l'école Caudron au Crotoy, je crois. Elle avait quelques dizaines d'heures de vol. Hein. On avait peur de rien en ce temps-là. Aujourd'hui, avec 1000 heures de vol, on n'oserait peut-être pas le faire. Alors, je vous ai parlé de l'essor. Bon, alors évidemment, les avions se développent. On fait des records d'altitude, des records de vitesse, des records de taille, avec des avions qui emmènent 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 personnes. Les ballons se développent, les ballons dirigeables, parce que les ballons qui n'ont pas pu servir pendant la guerre, ils ont été saisis évidemment par les vainqueurs chez les vaincus, et on se les est partagés, les Français, les Anglais, on s'est partagé les ballons allemands, les dirigeables. Et les Allemands, de leur côté, vont continuer à construire des ballons après-guerre. Et pendant un temps, ils vont devenir les rois de l'océan avec des zeppelins immenses qui font 150 mètres de long. Hein 150 mètres de long, qui sont capables de transporter jusqu'à 70-80 personnes, dont le personnel de bord. Il y a des maîtres d'hôtel, il y a des mécaniciens, il y a enfin, vous voyez, des observateurs, des navigateurs, enfin bon, c'est ça. Et tout ça, ça se développe en parallèle. Vous avez l'hydravion, le ballon, l'avion terrestre, les avions de record, les constructeurs de moteurs qui inventent des moteurs de plus en plus puissants et performants, les constructeurs d'avions qui arrivent à faire passer du triplan, biplan au monoplan, les avions en bois étoile qui deviennent des avions métalliques. Enfin voilà, il y a une évolution absolument considérable, gigantesque, qui se produit entre la fin de la guerre de 14 et ce qui va être la guerre de 39-45. Pas de chance pour les ballons. En 1937, le Hindenburg, qui avait fait de beaux exploits en termes de... Il avait fait le tour du monde, il avait fait quand même des exploits absolument superbes en termes de transport de passagers réguliers, prend feu à Lakehurst aux États-Unis, sans doute touché par la foudre. Les Allemands utilisaient de l'hydrogène. L'hélium, qui est un gaz qui a des propriétés à peu près équivalentes, était sous embargo. Notamment parce qu'évidemment, les nazis, en 1937, le Hindenburg, c'était un des fleurons des nazis, il ne faut quand même pas l'oublier. Évidemment, il y a un embargo sur l'hélium que produisent surtout les Américains à l'époque. Et donc, il y a 20 et quelques morts le jour de cette catastrophe, mais ça sonne le glas des ballons. Et donc, à partir de 1937, c'est fini. Il y a plus de... On peut dire que depuis 1937, les ballons n'ont plus joué de rôle dans l'histoire. Il y a des petites renaissances occasionnelles. Moi, j'en ai fait il n'y a pas longtemps encore du ballon, mais c'est des ballons dirigeables qui sont utilisés dans des cas très spécifiques, de surveillance, de trucs comme ça, qui sont faits en toute petite quantité. Mais globalement, le ballon a perdu sa place. Les hydravions, eux, par contre, sont en train de gagner la traversée des mers et des océans parce que les avions terrestres n'ont pas beaucoup d'autonomie. Et bien qu'on leur mette beaucoup de moteurs, l'endurance des moteurs à l'époque est assez réduite. Vous voyez, le moteur de Guynemer, qui était un Hispano-Suiza, avait gagné en 1915 le concours qui avait été lancé par le ministère de la Défense parce qu'il était capable de tenir 30 heures sans casser. Ça vous dit quelque chose, 30 heures. Pendant l'époque des lignes aériennes, la TECOR ou de l'Aéropostale, les Breguet 14 ou les autres avions qui faisaient Paris, Dakar, puis ensuite les lignes d'Amérique du Sud jusqu'à Santiago du Chili, avaient en gros une capacité, un potentiel de 50 heures. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que si la moyenne était de 50 heures, ça veut dire qu'on en cassait quand même quelques-uns. Donc
traverser les océans, on préférait faire ça avec des hydravions. On s'est mis à construire des hydravions gigantesques, et vous n'êtes pas loin ici de Biscarrosse, où évidemment Latécoère avait créé une usine, où il a développé des très très beaux hydravions, dont les Latécoère 631, qui ont commencé vraiment à voler à l'aube de la guerre de 39-45, et qui ont recommencé à voler dès que la guerre était finie. Mais je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais enfin bon, c'était trop tard, les avions terrestres avaient gagné. Donc il y a la période de l'hydravion et puis la période de l'avion terrestre. Alors Mermoz, je ne peux pas ne pas dire un mot sur lui, disparaît justement à bord d'un hydravion en décembre 1936. C'est un quadrimoteur, hein, et ils sont 5 à bord. Et leur dernier message, c'est coupons moteur arrière droit. Et après, c'est fini, on ne les a jamais retrouvés. Et on n'a pas fait de recherche pour les retrouver d'ailleurs, alors qu'on fait souvent des recherches pour trouver d'autres avions, mais le leur, voilà, on n'a pas fait. Et puis c'est une époque fabuleuse aussi, cette époque des années 30, des années 20, des années 30, puisque en 1926, Saint-Exupéry va écrire Courrier Sud, si mes souvenirs sont bons, et entre 26 et la guerre de 39-45, il va écrire Vol de nuit, il va écrire Terre des hommes, il va écrire évidemment pendant la guerre Vol sur Arras, c'est-à-dire pilote de guerre. Et pendant la guerre, pendant qu'il est réfugié aux États-Unis et qu'il essaye de se préparer à sa manière à la reconquête de la France, mais pas avec les gaullistes, ce dont ils lui en ont beaucoup voulu, il écrit Le Petit Prince, qui est quand même une des belles œuvres majeures de la littérature mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas vous la raconter dans le détail, mais disons qu'elle va voir apparaître les missiles. Alors évidemment, vous êtes bien placé ici pour savoir ce que c'est que les missiles. Le V1, qui est un missile à faible portée, qui peut faire 200-300 km et qui utilise un moteur impulso-réacteur, c'est-à-dire un truc assez réduit, assez rustique, qui ne transporte pas de passagers, même s'il est arrivé que des pilotes d'essai allemands s'embarquent pour faire des essais. Le V1, donc, qui a servi beaucoup à attaquer Londres et à attaquer Anvers. Les Anglais, avec leur Spitfire, allaient attaquer les V1 et ils essayaient de les déséquilibrer en leur donnant des coups d'aile pour leur faire perdre leur direction. Ils avaient une petite hélice au début, ils savaient qu'au bout de tant de tours d'hélice, le moteur s'arrêtait, ça coupait le carburant, il tombait, c'était des bombes volantes, etc. Donc premier missile, le V1. Deuxième missile, alors là c'est autre chose, on rentre dans le sérieux, c'est le V2, qui est le premier missile balistique de l'histoire, qui est le premier engin qui va permettre de franchir la vitesse du son, de passer la vitesse du son, en dehors des balles de fusil, puisque jusqu'à là, il n'y avait que les balles de fusil qui n'avaient jamais franchi cette vitesse. Et le V2, c'est le missile équipé d'un moteur à turbopompe qui est à l'origine de toute l'histoire de la conquête spatiale. Et aujourd'hui encore, c'est l'invention du V2 qui permet qu'on poursuive la conquête de l'espace. Et si vous allez à Vernon, si vous allez dans les musées, etc., vous verrez que ce moteur, tous les moteurs d'aujourd'hui ne sont que des extrapolations modernisées des moteurs inventés par les Allemands pendant la guerre de 39-45. Alors pendant cette même période, on invente le radar, enfin on développe le radar, parce qu'il a été inventé un peu avant la guerre, mais les Anglais l'ont beaucoup développé pour arriver à se protéger des raids allemands. On développe beaucoup les systèmes d'aide à la navigation, les avions de combat ou de bombardement, évidemment, évoluent et on arrive au premier jet. Alors je vous ai mis les Messerschmitt 262, les Arado 234 qui étaient des biréacteurs bombardiers, les Henkel 162 qui étaient des chasseurs, chez les Anglais le Gloster Meteor, j'ai mis le Vampire Air, mais c'est le Vampire qui va arriver un peu après, il ne va pas faire la guerre lui. Et pareil, les Américains développent le Lockheed P-80, mais c'est pareil, il ne va pas faire la guerre, il va arriver trop tard. Pendant cette même période, on développe des bombardiers à très long rayon d'action, comme le B-29 Enola Gay, qui va servir à larguer la bombe d'Hiroshima. Et puis, c'est la période où se développent aussi les premiers hélicoptères. C'est les Allemands, beaucoup, un peu Sikorsky qui a migré aux États-Unis, mais beaucoup les Allemands qui sont à l'origine du développement d'hélicoptères. D'ailleurs, ils avaient un truc assez étonnant. Les Allemands avaient beaucoup de sous-marins. Et pour arriver à voir loin, parce que les sous-marins, évidemment, ils sont au ras de l'eau. Et avec la courbure de la Terre, à partir d'un sous-marin, même quand on est en surface, on ne voit rien. Donc, ils tractaient des espèces de petits gyroptères
qui, avec la vitesse du sous-marin, arrivait à entretenir le mouvement, c'était des autogires, hein, à entretenir le mouvement de giraviation. Et quand par hasard, l'observateur disait « Attention, voilà des avions ennemis qui viennent bombarder le sous-marin », ils coupaient le câble, ils abandonnaient le mec et ils plongeaient. Et puis après, ils revenaient à la surface, le récupérer, quelquefois, voilà. Donc c'est le premier usage, en fait, d'un appareil à pales d'une manière opérationnelle dans l'histoire. Alors, c'est pas des hélicoptères, mais enfin, c'est quand même la porte de l'hélicoptère. Et les Allemands développent des hélicoptères pendant la guerre. Et puis, les grands avions de transport de troupes. Alors, évidemment, on pense toujours au DC-3, qui va être construit quand même à presque 15 000 exemplaires. Vous imaginez un peu, c'était le premier. D'ailleurs, pour l'instant, c'est l'avion de ligne qui a été le plus construit dans l'histoire de l'aviation mondiale. Bientôt, 2 avions vont, en tout cas un va le supplanter. Ça va être l'Airbus 320, qui doit être maintenant à 14 000 ventes, je crois, et à peu pas loin de 9 000 livraisons. Et le Boeing 737, qui a dépassé les 10 000, mais dont on a un petit doute sur le devenir avec les misères qui lui sont arrivées récemment. Alors, donc, je vous cite le DC-3, mais je vous cite aussi le Constellation, le DC-4, le Super Constellation. Puis on va arriver à l'ère des jets. Alors, le premier jet mondial, c'est le Comet de Havilland britannique, avec 4 réacteurs noyés dans les ailes. C'est un avion superbe. C'est vraiment le premier jet de l'histoire de l'aviation commerciale. Pas de chance, ils vont en écraser 3. Les 3 en mer, d'ailleurs. Ils vont aller récupérer, c'est la première fois qu'on fait des vraies opérations de récupération d'épaves. Ils vont aller les récupérer sous la mer et on va comprendre que c'est le processus de gonflement et de dégonflement de la cabine avec la pressurisation qui provoque des criques dans le métal et que ces criques provoquent des dépressurisations explosives en haute altitude. Et donc, après avoir fait un certain nombre d'essais, l'avion évidemment est arrêté de vol en 1953 après la 3e catastrophe. Ça va tuer la carrière du Comète, qui va recommencer à être construit et à voler dans les années suivantes, sous le nom de Comet 4 ou sous le nom de Nemrod pour la patrouille maritime britannique. Et les derniers Nemrod ont arrêté de voler il y a 7-8 ans. C'est pas vieux du tout. Mais bon, il y a une période qui marque la fin de l'aviation à réaction commerciale. Même si en 1952, les Américains font voler le premier B-52, mais c'est un avion de combat, enfin un avion militaire. En 1955, vole le premier Boeing 707, la première Caravelle, en même temps le premier Mirage 3 d'ailleurs, au passage, et la première Alouette équipée d'une turbine Artust de turboméca. Donc 1955, c'est une année importante. J'ai oublié quand même de citer 1947, Chuck Yeager, qui passe le mur du son avec le Bell X-1, dont je cherche le nom parce que c'était le nom de sa fiancée. D'un seul coup, j'ai un trou. Qui se souvient du nom du Bell X-1 ? Comment elle s'appelait, la chérie de Chuck Yeager ? Glamorous Glennis. Voilà, c'est ça. Merci, parce que vous voyez, j'ai des trous de temps en temps. C'est bien de m'aider un peu. Donc, 47, Chuck Yeager avec Glamorous Glennis passe le mur du son. D'ailleurs, je vous encourage à revoir le film L'étoffe des héros qui commence par ce passage, qui est une merveille et qui raconte à peu près toute l'histoire de la conquête spatiale. Et puis, en 58, je parle des Français parce que les Américains l'ont déjà fait depuis 2 ans, je crois. 2 avions français passent Mach 2, un Griffon piloté par André Turcat et un Mirage 3 piloté par Roland Glavany. Je dis bien Roland, je ne me trompe pas parce qu'il y a le père et le fils est ministre et quelquefois j'ai tendance à confondre le père et le fils. Donc on passe Mach 2. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 1958, si on est capable de passer Mach 2, on est capable d'imaginer un avion qui va vite, un avion de ligne, rapide. Eh ben, on va commencer à imaginer le Concorde. Et donc c'est là que les premières études vont démarrer chez nous, mais elles vont démarrer chez les Britanniques, elles vont démarrer chez les Américains, etc. Alors l'aviation moderne, bon, je ne vous parle pas trop des avions militaires parce que sinon je vais y passer... alors,
on a des avions comme le Bell X-15 qui vont monter jusqu'à Mach 6 ou Mach 7. C'est des vitesses astronomiques, tellement astronomiques d'ailleurs que le dernier Bell X-15 qui a volé, il a fondu en vol. Enfin, il a vécu des déformations liées à la température assez considérable liée à la vitesse. Donc les essais se sont terminés. Enfin, on est quand même monté jusqu'à des vitesses, vous voyez, de l'ordre de 6-7 000 km/h, ce qui est quand même considérable. On est à 1 million de passagers en 1950, ce qui est beaucoup dans le monde entier. En 1970, on est à 500 millions de passagers. Donc vous voyez que l'aviation s'est développée, les avions sont arrivés, les DC-8, les Boeing 707, les Caravelle, les équivalents chez les soviétiques qui ont fabriqué leurs Tupolev, leurs Ilyushin, etc. Et les Britanniques qui ont fabriqué aussi qui avaient une très belle industrie d'aviation commerciale, les VC-10, les BAC 111 et tous ces trucs-là. Voilà. Et en 1970, on arrive à un moment charnière dans l'histoire du transport aérien, c'est qu'on arrive au transport de masse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui veulent se déplacer. Le prix des jets qui ont grossi permet des voyages rapides à des prix qui sont abordables et en tout cas concurrentiels avec les paquebots, par exemple. Et c'est ainsi que le France, qui a été lancé en 1960, va voir sa fin à peu près au moment de sa naissance, tandis qu'on commence à imaginer et à dessiner les avions qui vont prendre le pas sur les premiers jets. 1969, ça fait 50 ans, vole le premier Boeing 747 au mois de février. 1969, vole le premier Concorde le 2 mars. Donc vous voyez que le monde a changé et on a en 1970 le DC-10, le Lockheed TriStar qui est aussi un équivalent, en 72 l'Airbus 300B, le premier avion, on peut l'appeler européen, mais à l'époque il est essentiellement franco-allemand avec une coopération britannique. Donc on est en train de changer de paradigme. Et puis dans ces années 50 à 70, les systèmes d'aide à la navigation se développent, les centrales inertielles, les systèmes d'aide à l'atterrissage, les pilotes automatiques. Le monde de l'aviation, qui était un monde relativement dangereux, il faut se dire que des DC-3 s'écrasaient à peu près tous les 2 mois ou tous les 3 mois dans les grandes compagnies nationales de certains pays que nous connaissons bien. Alors ça ne faisait pas toujours beaucoup de morts, ou ça en faisait quelquefois pas du tout, mais enfin il y avait des accidents assez fréquents. Petit à petit, on va arriver à des niveaux de sécurité qui sont très impressionnants. Et aujourd'hui, on a 4 milliards 100 millions de passagers, enfin en 2018, qui ont pris l'avion. 2017, il y a eu 44 morts. 2018, il y en a eu un peu plus parce qu'il y a eu des accidents comme celui du Boeing 737 MAX de Lyon Air, etc. Mais enfin, on est toujours à 200, 300, 400 morts sur 4 milliards de passagers. C'est-à-dire qu'on est à des chiffres qui sont extrêmement faibles, même si c'est toujours trop. Alors, je vous dis un petit mot sur Concorde. Et puis après, je vais expédier un peu pour que vous puissiez éventuellement passer un peu de temps à poser des questions si d'aventure, ou pour faire des observations ou des commentaires si d'aventure vous souhaitez le faire. Donc Concorde, je vous ai dit, on a commencé à en rêver en 1958. En 1962, Français et Britanniques se mettent d'accord. Les Français voulaient faire un avion avec des jambes courtes, les Anglais voulaient faire un avion qui traverse l'Atlantique. Finalement, c'est ça qu'on va faire. Avec des technologies qui sont ce qui est disponible à l'époque. Les moteurs sont anglais, l'aérodynamique est pour beaucoup française. On fait un bel avion qui est bien réussi. Les Russes font en même temps un avion. On a dit que c'était un Concorde ski, c'est pas vrai à mon avis. C'est un Concorde raté, ce qui est tout à fait différent. Ils ont fait un avion avec les moyens du bord, qui n'a pas des belles lignes. Qui avait besoin d'être en permanence plein pot, c'est-à-dire avec la post-combustion pour pouvoir voler à vitesse bisonique, et donc qui consommait énormément de carburant et qui donc n'était pas capable de franchir des grandes distances, alors que Concorde faisait tranquillement son Paris-New York, avec un petit peu plus de, comment dirais-je, d'émotion, le Paris-Washington, qui commençait à être un petit peu loin. Mais enfin, bon, c'est un avion qui peut faire 5500 km tranquillement, qui pouvait faire 5500 km tranquillement. Et c'est ce qu'on savait faire de mieux avec 100 passagers à l'époque. Il a quand même volé pendant 27 ans.
Et contrairement à ce qu'on dit, s'il a été arrêté, c'est pas à cause de l'accident de l'an 2000, qui a été une vraie catastrophe indiscutable. Mais quand il a été remis en vol, il avait vraiment été remis en vol grâce à des pneus nouveaux qui faisaient qu'il n'y avait plus de risque d'accident du type de celui du Bourget, de Roissy, avec un certain nombre de modifications importantes. Mais c'était quand même un avion qui avait plus de 30 ans, 40 ans de conception, et puis qui consommait énormément, qui transportait peu de passagers. Donc voilà, c'était un avion qui représentait une époque révolue. Et finalement, il a été remis en vol le 7 novembre 2001, c'est-à-dire 2 mois après le 11 septembre. Et moi, j'ai participé à ce premier vol sur New York. C'était très émouvant parce qu'on a été accueillis par le maire de New York, M. Giuliani. Et c'était une ville qui était complètement effondrée par ce qui s'était passé avec les Twin Towers. Et on a toujours dit que New York détestait Concorde. Ben, ce jour-là, New York adorait Concorde. Donc il a été mis en ligne, il a fait son premier vol en 69, en fait c'est 50 ans cette année, il a été mis en ligne en 76, aucun avion n'a jamais été essayé aussi longtemps et autant. Les vols se sont arrêtés en 2003 lorsqu'il y a eu la deuxième guerre du Golfe, parce qu'il y a eu évidemment une chute du transport aérien, et quand le transport aérien s'est arrêté, les premiers vols qui ont été arrêtés, c'était les vols très chers pour passagers à haute contribution. Dans son histoire, il a transporté 4 millions de passagers, on a construit au total 20 appareils, dont 14 de série. Ils sont tous dans des musées, sauf les 2 que les Français ont cassés, celui de Roissy qui a été accidenté, et un autre qui avait été tordu à l'atterrissage à Dakar et que Air France a utilisé comme réservoir de pièces détachées avant de le découper en rondelles, d'une manière peu amène, si je puis dire. Voilà, le Tupolev 144, lui, il a fait son premier vol 3 mois avant Concorde, en décembre 68, mais en revanche, il n'a quasiment pas été exploité en ligne. Et il a servi à faire, pour la propagande soviétique, transport de fret et de courrier entre Moscou et Alma-Ata. Il y a eu 2 autres accidents qui se sont produits en Russie, puis ils ont arrêté les Tupolev. Enfin, en 1996, Boeing a loué un Tupolev 144 aux Russes. Et ils ont fait 20 vols pour étudier l'aérodynamique et le vol supersonique dans l'idée, Boeing et la NASA, dans l'idée de relancer éventuellement un avion supersonique. Vous savez que ça traîne toujours, cette histoire-là. Voilà, je ne parle pas du Boeing 2707 qui n'a même pas été construit à l'état de prototype. Et l'ère du supersonique, maintenant, est refermée. Il y a 2 choses qui sont refermées dans l'histoire. On est allé sur la Lune en 69 et on n'y est pas retourné depuis 1972. Et des gens comme moi ont eu la chance de voler à Mach 2 sans être pilote de combat. Et c'est fini depuis 2003. Voilà. Mais ça reviendra peut-être un jour. Hein? Ah, sur avion de combat, oui, mais des civils comme moi, aucune chance. Nous, on ne nous fait pas faire beaucoup de vols à Mach 2. Déjà, les pilotes militaires, Mach 2, ils en font quasiment pas dans leur vie, dans leur carrière. Hein. Je crois qu'un pilote de Mirage 4, dans sa vie, dans sa carrière de pilote, il faisait 3-4 heures de Mach 2. Quoi. C'est ça? C'était très peu, quoi. Tu as fait Mach 2 43, c'est presque 2,5, c'est gigantesque. Concorde n'a jamais dépassé Mach 2 23, et à Mach 2 23, il a perdu un bout de ses entrées d'air. Donc ils ont considéré qu'ils allaient le limiter à Mach 2 02. Bon, alors un petit mot, je fais un bond de géant pour arriver à l'avion lancé en l'an 2000, qui a fait son premier vol en 2005, qui est un avion que je trouve absolument merveilleux, que les passagers adorent d'ailleurs. Qui est fait pour transporter 873 personnes, 853 passagers et 20 membres d'équipage. Parce qu'on avait dit qu'on voulait désencombrer le ciel, parce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas encombrer les aéroports, parce qu'on avait dit qu'on voulait économiser le carburant, parce qu'on avait dit qu'on voulait rejeter moins de déchets dans l'atmosphère. On a dit qu'il fallait construire des gros avions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Exactement le contraire. Donc on a développé des lignes de pointe à point de plus en plus nombreuses. Maintenant on utilise des avions monocouloirs pour traverser l'Atlantique. Vous savez que bientôt de Bordeaux on pourra aller au Canada, on pourra aller aux États-Unis avec des monocouloirs, c'est-à-dire des Airbus 320 ou des Boeing 737. On multiplie les petites lignes avec des petits modules. Et donc on multiplie l'encombrement du ciel, l'encombrement des aéroports et la consommation de carburant et donc la pollution. Sauf que ça a tué l'Airbus 380. Voilà, donc il sera arrêté en 2021 et les dernières livraisons sont en train de se faire. Bon, je vous ai mis quelques petits hélicoptères comme ça pour voir, parce que l'histoire de l'hélicoptère, elle se solde finalement aujourd'hui par le fait que c'est le meilleur outil pour sauver.
L'hélicoptère, c'est un outil merveilleux pour ça. Oui, d'accord, j'y vais. Mais j'ai fini là. Ça, c'est petit hélicoptère privé. Ça, c'est hélicoptère militaire Caracal qui sert à faire des exfiltrations, des choses comme ça. Ça, c'est hélicoptère Tigre de combat. Voilà. Bon, alors maintenant, on arrive à l'ère des drones aussi. Hein, c'est-à-dire, on commence à se demander s'il faut toujours mettre des pilotes à bord, si on ne peut pas piloter de l'extérieur. On envisage des drones taxis. Et d'ailleurs, cette semaine, la RATP a signé un accord avec Airbus pour développer un drone qui, éventuellement, pourrait devenir un taxi aérien. Bon, je vous ai mis un petit mot parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que tout ça, c'est très proche de l'espace. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et vous avez là un petit condensé de quelques-uns des bouquins que j'ai faits, mais ceux qui sont en bas, là, que vous pourrez éventuellement acheter et que je pourrais vous dédicacer, il y en a qui sont complètement épuisés. La conquête spatiale s'est épuisée, Concorde s'est épuisée, je sais pas, enfin voilà. Voilà. Je suis à votre disposition et je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand merci à Michel. Je suis toujours admiratif devant ton aisance à parler de tout ça et ta connaissance surtout du monde aéronautique. Bon, peut-être pour susciter quelques questions, je vais me permettre de rajouter 2 ou 3 anecdotes. D'abord, préciser en ce qui concerne les ballons et les dirigeables que enfin le contrat d'aménagement du hangar Y est signé. Donc c'est enfin quelque chose qui a avancé. Le hangar qui est à Meudon. Oui, le hangar Y, c'est le hangar qui est à Meudon, effectivement. Une autre anecdote, tu as dit effectivement que la France avait construit 50 000 avions, hein, à peu près. Quelque chose. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à la fin, donc on est en octobre-novembre 1918, il y a 10 000 avions en ligne. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, bon, je fais d'une comparaison qui n'a pas beaucoup de sens, mais vous imaginez 10 000 Mirages alignés pendant la guerre. C'est fabuleux. Une autre anecdote, tu as parlé de la fiabilité des moteurs. Je crois que c'est Super Constellation, ils mettaient 52 litres d'huile par traversée de mémoire. Et on l'appelait le meilleur trimoteur de l'Atlantique Nord parce qu'il partait avec 4 moteurs en vol, en route, et il n'arrivait jamais avec 4 moteurs en marche. Il y en avait toujours 3. Et en revanche, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le moteur CFM 56, qui est l'ancêtre du LEAP X qu'on utilise maintenant, il a un potentiel inouï. Il y a des moteurs qui restent sous l'aile d'un avion sans être déposés pendant 45 000 heures de vol. Et je crois que le record, c'est 50 000 heures de vol. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs, on les monte sur un avion et ils vont rester toute la vie de l'avion sur l'avion. C'est inouï, les progrès. 50 000, 50 heures, vous vous souvenez ? Alors, 2 ou 3 dernières anecdotes. Concernant l'échauffement donc, des avions supersoniques, le Concorde à Mach 2 s'allonge de 20 cm. C'est quelque chose d'assez étonnant. Autre anecdote, à l'heure actuelle, la plupart des avions de ligne peuvent se poser en automatique. Ça, c'est une chose que peu de gens savent. C'est qu'effectivement, un avion de ligne moderne, je dirais, à l'heure actuelle, peut se poser entièrement en automatique, c'est-à-dire en fait sans intervention du pilote. Bon, je m'arrête là parce qu'on pourrait... Mais sous sa surveillance. Je m'arrête là parce que, bon, il y aura encore tellement de choses à raconter. Encore 1000 merci, Michel. Avez-vous des questions ? Ou des observations, oui ? Il y a les histoires des échecs. Hein. Alors d'un côté, vous prenez le B-52, premier vol 1952, il y en a encore plus de 100 en service aux États-Unis. Hein. C'est impressionnant, ça fait 70 ans. Hein. Vous avez des avions qui ont été conçus, imaginés pour être construits en petite série. La Caravelle, on a fait 290. C'est vrai que la 380, c'est une ineptie, mais c'est vrai que quand il a été lancé, c'était un pari assez fou. Personnellement, c'est un avion que j'aime beaucoup, mais je pense que quand M. Lagardère a lancé la 380, il a fait quitte ou double. C'est-à-dire il a dit ou on coule Airbus ou Airbus supplante Boeing.
Parce que Boeing, à l'époque, gagnait des fortunes avec son Boeing 747, ce qui lui permettait de brader ses Boeing 737. Et donc, à l'époque, le seul moyen pour arriver à casser le monopole de Boeing sur les gros porteurs, c'était de lancer le 380. Alors, si le 380 est un échec commercial, c'est-à-dire qu'effectivement, on va en avoir au total construit et vendu 250, en revanche, il a bien cassé le monopole commercial des Américains sur le très gros porteur. Le problème, c'est qu'ils sont en train de le reprendre avec le Boeing 777 dans ses dernières versions. Voilà. Enfin, il y a eu une éclipse qui a permis au 320 de se développer beaucoup et qui fait qu'aujourd'hui, Airbus est en bonne santé économique, ce qui n'aurait pas dû se produire avec l'échec du 380, parce que c'est 15 milliards de dollars qui ont été perdus quand même. 15 milliards d'euros, pardon. Pardon. Les cellules, c'est les mêmes. C'est les cellules des B-52 qui ont été arrangées, réparées, vérifiées, contrôlées. Ils ont changé les modèles de moteurs, mais c'est toujours des moteurs très anciens. Les moteurs qu'il y a aujourd'hui sur les B-52, c'est des moteurs qui ont 30 ans, un truc comme ça. Ce n'est pas les moteurs d'origine, mais c'est quand même des moteurs très anciens. Et par contre, l'équipement électronique n'a rien à voir. Évidemment, ils sont équipés pour lancer des missiles Tomahawk, ils sont équipés pour faire des missions de guerre électroniques, etc. Et de ce côté-là, ça n'a rien à voir. Mais le porteur, c'est le même. Les ravitailleurs en vol Boeing 707, n'oubliez pas, hein, c'est un avion de 1955. Nous, on a 4 AWACS à Avord. On a 14 ravitailleurs en vol encore, puisque les Airbus MRTT 330 ravitailleurs sont en train d'arriver. C'est des avions qui datent des années, industriellement des années 60, mais enfin, sur les bureaux d'études des années 50. Quoi, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du projet d'Elon Musk d'utiliser son BFR pour faire du transport de passagers de point à point au niveau terrestre? Je crois qu'on confond l'aviation et l'espace. L'aviation est arrivée, grâce à la 380 d'ailleurs, à une consommation par passager au 100 km de l'ordre de 2 litres à 2 litres et demi. Tout ce qui ressemble à l'espace, ça n'a rien à voir. Quand vous faites décoller une fusée Saturn V qui vous emmène un véhicule Apollo dans l'espace, vous faites décoller 3200 tonnes. Hein, Saturn V, 3200 tonnes. Et sur les 3200 tonnes, vous avez, je crois, je ne sais plus, 2000 tonnes de carburant, un truc comme ça. Enfin, c'est monstrueux. Vous voyez. Donc, dès qu'on veut atteindre des vitesses très élevées, et alors surtout si on veut satelliser, dire faire du New York-Tokyo ou des trucs comme ça, il faut arriver à des vitesses qui sont des vitesses de satellisation. Et donc, il faut des puissances qui sont astronomiques, il faut des consommations qui sont astronomiques. Et donc, je pense que ce sont des voies erronées ou tout simplement des billevesées. Voilà. Bien sûr, c'est aérobie et anaérobie. Voilà, absolument. Oui ? Alors, on fait une conférence demain, je n'ai pas eu le temps. Demain, à 11 h, on va parler de l'aviation de Concorde à avion futur. Mais je vais quand même essayer de vous répondre. C'est intéressant, l'avion électrique. Hein, c'est comme tout ce qui est électrique, d'ailleurs, globalement, est intéressant. Il ne faut quand même jamais oublier que, il faut avoir un système de production d'électricité. Parce que les bagnoles, ça consomme pas mal, mais les avions, ça va consommer beaucoup plus. Que deuxièmement, il y a quand même toujours le problème du transport de l'énergie. Et aujourd'hui, les batteries restent extrêmement lourdes. Le patron de EasyJet a annoncé il y a 2 ans qu'il serait capable de faire voler en 2024 ou 2025 un avion de 200 places électrique. C'est une sottise, ça ne peut pas arriver. Je le dis facilement, ça ne peut pas arriver. Alain Garcia, qui est un des plus brillants ingénieurs d'Airbus, a fait une étude sur l'avion électrique qui démontre, si vous voulez, que on pourra arriver à des avions de 19-20 places sans doute dans les 15 ans, dans les 10 ans qui viennent.
avec les méthodes nouvelles de stockage d'énergie, de production d'énergie, en utilisant peut-être des systèmes hybrides, parce que l'hybride est une formule qui peut être intéressante. Mais l'A320 tout électrique, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Je ne vous dis pas qu'on ne le fera pas un jour, qu'on ne saura pas un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Voilà. C'est fini? C'est fini? Bon, ben c'est fini. Ah, alors. Je m'excuse, je ne voulais pas interrompre, je sais qu'on est passionné.